Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur cette vidéo. J'espère que vous vous portez tous bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse et que vous attendez, je le sais, vous me l'avez beaucoup dit en commentaire, c'est la fameuse conjonction Jupiter-Uranus, qui est pour certains astrologues le phénomène astro de l'année. Moi, je considère plus que c'était Pluton en Verseau, mais c'est un phénomène quand même très très important et on va le voir dans l'histoire. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées durant une conjonction Jupiter-Uranus et c'est ce qu'on va voir sur cette vidéo. Donc c'est un sujet qui est très riche, très complexe. Il y a énormément de choses qui sont impliquées dans cette conjonction. Donc je pense que cette vidéo sera faite en deux parties. Je verrai au montage, mais à mon avis, elle fera l'objet de deux vidéos. Donc dans un premier temps, on va d'abord essayer de comprendre qu'est-ce qu'Uranus, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce que Jupiter également, et que représente le signe du Taureau, bien entendu. Ensuite, on va s'intéresser un petit peu à l'histoire, voir qu'est-ce qui s'est passé lors des conjonctions, oppositions entre ces deux planètes par le passé. Et une fois que tout ça sera posé, on va s'intéresser à la carte proprement dite, avec les aspects que fait cette conjonction, et puis pas seulement le 21 avril, mais tout au long du mois d'avril et de mai, parce que cette conjonction prendra vraiment fin le 26 mai, lorsque Jupiter quittera le signe du Taureau. Et puis pour finir, on s'intéressera un peu plus à l'aspect géopolitique, vous le verrez, et on va étudier certains thèmes de pays ou de personnalités qui pourraient être impliqués dans cette conjonction dans une plus ou moins grande mesure, bien entendu. Voilà, et puis comme je fais souvent, je vais faire cette vidéo en voix off. Pourquoi? Parce que je vais vous laisser pas mal d'informations à l'écran pour que vous puissiez suivre au niveau visuel aussi. Et voilà, donc on va y aller. Juste une dernière chose avant de commencer. Comme d'habitude, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en likant cette vidéo, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, en partageant cette vidéo, et puis surtout mettez-moi en commentaire comment vous ressentez justement la période qui arrive sur le mois d'avril-mai. Et voilà, donc à présent je vous laisse profiter de cette vidéo en vous souhaitant un très bon visionnage à tous et à bientôt. Alors, je vous propose de commencer par Uranus. Donc Uranus, la première concernée, forcément, vu que c'est elle qui va recevoir la visite de Jupiter. Et donc, pour comprendre au mieux cette planète, on va essayer de voir un petit peu tous les indices qu'elle peut nous donner, qu'elle nous a donnés depuis sa découverte, donc par William Herschel en 1781. Alors, il faut savoir que c'est son troisième cycle qu'elle termine depuis sa découverte. 1781, donc c'était l'époque de la Révolution française et de la Révolution industrielle en Angleterre. Et du coup, on l'associe à la Révolution, mais aussi au refus des normes, à la singularité de l'individu, mais également au progrès technique. Alors, premièrement, au niveau de son élément, on n'est pas vraiment tous d'accord entre astrologues, parce que certains lui attribuent l'élément air, mais certains lui attribuent l'élément feu. Alors moi, j'ai vraiment tendance à penser que c'est une planète d'air, pour plusieurs raisons, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on dit souvent qu'Uranus, c'est la même énergie que Mercure, mais à une octave supérieure. Mercure est une planète personnelle, et du coup, elle nous parle de nos pensées, de nos idées, de nos manières de voir le monde, de notre manière de communiquer. Uranus va plus ou moins, je dis plus ou moins parce que ce n'est pas tout à fait ça quand même, mais plus ou moins être la même chose, mais au degré sociétal, au degré mondial. Elle va représenter les grandes idées, les grands courants d'idées. C'est la première des planètes collectives, donc transsaturniennes, et celle qui nous pose vraiment la question de notre positionnement dans la société. Alors, personnellement, j'ai du mal à voir l'élément feu en Uranus, tout simplement parce que elle ne se déclenche pas toute seule. Il faut justement un élément, et certainement un élément de feu, bien entendu, pour qu'elle déclenche son énergie. C'est comme l'uranium. L'uranium, quand il est enfui dans la Terre, si on n'y touche pas, c'est calme, il n'y a pas de problème, pas de danger.
Par contre, lorsqu'on le manipule, lorsqu'on met le feu aux poudres de l'uranium, eh bien, tous ces électrons s'excitent et ça déclenche une réaction en chaîne. Eh bien, Uranus fonctionne de la même manière. Si elle est dans un thème et qu'elle ne reçoit pas d'aspects fondamentaux, eh bien, on va presque l'oublier. Elle va simplement nous donner comme ça des courants de pensée. Ça va être des modes, des grands courants sur le plan idéologique. Mais par contre, et surtout lorsqu'une planète de feu va venir passer à côté d'elle ou la contrarier, eh bien, à ce moment-là, elle déclenche l'énergie. Et là, le problème avec Uranus, c'est que ça part dans tous les sens. C'est souvent brusque et soudain. Souvent, avec Uranus, on ne s'attend pas à ce qui va se passer. Et puis, du coup, on ne sait pas où ça va nous mener et ça peut nous mener très loin. Et on le verra tout à l'heure lorsque je vous donnerai quelques dates des dernières conjonctions Uranus-Jupiter. Et du coup, maintenant, vous comprendrez beaucoup mieux pourquoi je me méfie toujours des aspects difficiles entre Mars et Uranus, parce que Mars est une planète de feu et elle est entre autres un déclencheur. Donc, si elle vient déclencher l'énergie uranienne, c'est toujours très très compliqué. Après, il faut aussi regarder les autres aspects à Uranus et surtout le signe dans lequel elle se trouve, parce que, eh bien, comme toutes les planètes, eh bien, il y a des signes où elle se sent mieux et des signes où elle se sent moins bien. Alors pour Uranus, bien sûr, le signe où elle se sent le mieux, où elle est en domicile, c'est le Verseau. C'est vraiment la même énergie qui émane de la planète et de ce signe. Le deuxième signe où elle se sent très bien, c'est le Scorpion. On dit qu'elle est en exaltation dans ce signe, et c'est un aspect générationnel qu'on retrouve sur le thème. Peut-être êtes-vous d'ailleurs de cette génération que l'on appelle Uranus en Scorpion. Donc si vous êtes né entre 1975 et 1981, vous êtes normalement très imprégné par l'énergie d'Uranus, puisque vous avez Uranus en Scorpion. Alors ensuite, il y a deux signes dans lesquels Uranus ne se sent pas bien du tout. C'est tout d'abord le Taureau, signe dans lequel elle est actuellement, et du coup on en reparlera tout à l'heure. Et le second, c'est le Lion, où elle est en exil, c'est-à-dire à l'opposé de son signe de maîtrise. Alors, Uranus était en Lion au moment de la Révolution française et elle était justement en opposition à son signe d'origine, alors que dans le signe du Verseau, il y avait Pluton. On avait déjà vu ça quand on a étudié Pluton en Verseau dans l'histoire. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, cette série, elle est toujours dans la playlist Pluton en Verseau que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou alors si vous voulez rafraîchir votre mémoire, parce que là, ça va jouer le fait que Pluton soit dans le signe du Verseau, ça va vraiment jouer sur cette conjonction. Alors, je vous propose, pour essayer de mieux connaître cette planète, d'aborder le côté mythologique. Alors, si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que j'aime analyser les planètes en fonction des personnages auxquels elles sont associées dans la mythologie grecque. Alors, il y a deux personnages principaux. Alors, le premier, c'est Ouranos, qui est associé à Uranus. Forcément, déjà, on l'entend en langue des oiseaux, on est sur la même chose. Donc, Ouranos, si vous ne savez pas qui c'est, c'est le dieu primordial du ciel. C'est aussi le fils et le mari de Gaïa, c'est-à-dire la terre-mère. Gaïa était la terre au départ qui a tout engendré. Donc, elle a engendré un fils, Ouranos, avec lequel elle a eu des enfants. Donc déjà, on a cette notion dès le départ de transgression, étant donné qu'on a ici un inceste. Ouranos, c'est le fils de Gaïa et qui a forcément des relations sexuelles avec elle pour avoir des enfants. Donc, ces enfants, ce sont qui? Ce sont des titans, des titanides et des cyclopes. Alors, ce qu'il faut savoir avec Ouranos, c'est qu'il se débarrassait de ses enfants dès la naissance en les envoyant dans le Tartare, aux profondeurs de la Terre, c'est-à-dire au fin fond du ventre de Gaïa. Et du coup, Gaïa, qui trouvait ça vraiment très, très inconfortable et qui était pétrie de compassion justement pour ses fils, a choisi de donner une arme à son fils cadet, qui est Cronos. Donc Cronos, qu'on retrouve aujourd'hui sous la planète Saturne dans le zodiaque. Et du coup, elle lui a donné une faux pour qu'il aille émasculer son père. Donc,
Pour la petite histoire, par la suite, Cronos ne fera pas mieux puisqu'il avalait, lui, ses enfants pour échapper à une prophétie comme quoi, eh bien, ça allait recommencer et qu'il allait être tué par un de ses fils. Et on le verra tout à l'heure, effectivement, ça va lui arriver puisqu'il sera détrôné par Zeus, donc Jupiter, et justement, ça va concerner notre fameuse conjonction. Mais on retient quand même que dans cette histoire, Ouranos, c'est le dieu du ciel qui transgresse les lois de la famille, parce qu'il est question d'inceste, qu'il aime engendrer des enfants, c'est-à-dire qu'il aime créer des choses, mais qu'une fois qu'il les a créées, eh bien, il ne s'y intéresse plus et on voit déjà une petite part d'irresponsabilité par rapport à ses créations et on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était pour Ouranos. Par contre, il y a une autre théorie, une autre idée qui me séduit beaucoup. C'est Luc Biget qui en parle beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez Luc Biget, c'est un astrologue qui m'inspire énormément puisqu'il parle d'astrologie et de mythologie, forcément. Eh bien, Luc Biget qui a beaucoup étudié Carl Jung, justement, qui, avec cette notion d'individuation et d'inconscient collectif aussi, s'est beaucoup intéressé à la problématique uranienne, eh bien, privilégierait plutôt la thèse de Prométhée comme figure uranienne. Donc Prométhée, qui est surtout connu pour avoir dérobé le feu sacré de l'Olympe pour en faire don aux humains. Du coup, ça n'a forcément pas plu à Zeus, Jupiter, qui l'a condamné à être attaché à vie à un rocher sur le mont Caucase. Son foie était dévoré par l'aigle du Caucase chaque jour et il repoussait chaque nuit de sorte que le lendemain, l'aigle revenait et jour après jour, eh bien, il vivait un supplice. Donc, juste pour la petite histoire, il a quand même été délivré, ce Prométhée, justement par Chiron, du coup, qui lui a échangé son immortalité. Bref, Prométhée, lui, est un titan, ce n'est pas un dieu. C'est le fils cadet du titan Japet, qui est lui-même le fils d'Ouranos. Donc, ça en fait également le petit-fils d'Ouranos et donc le cousin de Jupiter, Zeus, donc. Et du coup, ce mythe, pour moi, il est très très parlant par rapport à Uranus, puisque il évoque la volonté de faire progresser l'humanité, vu qu'il a donné le feu aux hommes, tout en transgressant les règles, donc dictées par Zeus. Mais par contre, en donnant le feu aux hommes, il ne savait pas vraiment s'ils avaient la maturité pour recevoir cet outil qui est le feu, car le feu, vous le savez, il peut nous réchauffer, il améliore notre confort, bien sûr, mais par contre, si on ne sait pas s'en servir, eh bien, il brûle et puis ça peut tuer. Donc, c'est la fameuse phrase de Rabelais « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » que l'on retrouve ici. Uranus peut être dangereux car il donne en quelque sorte beaucoup de pouvoir. Un pouvoir technologique ici, mais c'est un pouvoir à double tranchant. Uranus, il ne faut pas oublier que c'est aussi l'uranium. On monte d'un cran en termes de puissance par rapport au feu. C'est un feu beaucoup plus conséquent, avec une énorme énergie et on doit s'en servir avec énormément de précautions. Ce qu'on fait généralement dans les centrales nucléaires, mais notre conscience nous amène à manipuler cette énergie avec beaucoup de prudence et on a vraiment beaucoup de sécurisation dans les centrales. Par contre, lorsqu'on fait des erreurs, qu'il y a des accidents, eh bien, ils sont vraiment très spectaculaires. Je vous renvoie à Tchernobyl et à Fukushima. Mais par contre, ce feu nucléaire, on peut aussi s'en servir sciemment. Et là, je vous renvoie à Hiroshima, Nagasaki, et du coup, dans un but de destruction. D'ailleurs, c'est Oppenheimer, le père de la bombe A, qui disait déjà qu'il avait réalisé, après avoir mis au point la bombe atomique dans le désert du Mexique, il passa après sa vie à regretter plus ou moins son invention, en se disant que là, il avait trouvé quelque chose d'extraordinaire, mais il était très inquiet justement quant à l'utilisation de cette bombe.
Et d'ailleurs, juste pour le clin d'œil, eh bien, Oppenheimer avait son opposition principale entre Uranus et Neptune, donc Neptune à l'ascendant et Uranus au descendant. Et c'est cette opposition-là entre science et conscience qui était mise en évidence sur l'axe principal de son thème. Bref, vous l'aurez compris, l'énergie uranienne est instable et elle se manipule avec énormément de prudence. Donc, on n'en retient que sans allumage, il n'y a pas de souci, mais si on allume cette mèche, tout peut rapidement partir dans une réaction en chaîne qui devient du coup incontrôlable. Et justement, Jupiter, qui va le rejoindre ce 21 avril, est une planète de feu. Et là, il n'y a pas de discussion, tout le monde est d'accord pour mettre cet élément sur la planète. Donc le feu du Sagittaire, dans laquelle elle est en domicile. Alors, elle est aussi en domicile en Poisson, mais elle est vraiment très très forte en Sagittaire puisque c'est son élément, justement. Elle est d'une polarité masculine et elle a un cycle d'environ 12 ans. Donc son métal, c'est l'étain. Et au niveau du corps, eh bien, on a une fragilité sur le foie, la vésicule biliaire. Il représente un tempérament bilieux, justement, l'élément feu. Et elle touche à la circulation artérielle, les hanches, mais aussi les cuisses. Elle représente surtout la chance, la réussite sociale. C'est une planète qui aime la grandeur. Elle aime aussi la justice, les religions, la philosophie, mais surtout, c'est la planète du savoir, de la recherche. C'est la planète qui est liée aux grandes études, à l'intelligence, au diplôme. On associe souvent les personnes notables avec Jupiter. C'est une notion de prestige ici, d'expansion, d'ambition. Et puis, la planète veut toujours faire grossir tout ce qu'elle touche. Sur un thème, elle a toujours un effet loupe. Elle provoque des excès, des lourdeurs. C'est aussi la planète des voyages, de l'étranger aussi, et peut provoquer justement l'exil ou la fuite. Si elle est bien aspectée, elle donne énormément de confiance en soi et mal acceptée, au contraire, elle donne un excès de confiance en soi et c'est un peu ce qu'elle va faire justement lorsqu'elle va passer sur Uranus. Elle va s'imprégner de toutes les énergies d'Uranus et les grossir, forcer le trait donc sur tout un aspect transgressif, un aspect provocateur également entre ces deux planètes. Et puis, ça va aussi provoquer un excès de confiance en tout ce qui est technologique, en tout ce qui est progrès scientifique. Et donc, Jupiter, dans la mythologie, eh bien, c'est Zeus. Zeus qui est le fils de Cronos, que l'on a vu tout à l'heure, qui avait émasculé son père avec la faucille. Et du coup, Cronos s'était marié avec la titanide Rhea, qui était sa sœur aussi. Et le couple Cronos-Rhea a engendré plusieurs enfants. Mais il faut savoir que Cronos était sous le coup d'une prédiction de ses parents, à savoir qu'il engendrerait un rival qui régnerait à sa place. Et donc, pour ne pas que ça lui arrive, eh bien, il avait l'habitude d'avaler ses enfants. Plutôt sympa. Et du coup, Rhea, sur le conseil de Gaïa d'ailleurs, a substitué le petit dernier et elle lui a donné une pierre emmaillotée pour qu'il l'avale. Et du coup, Zeus a été élevé loin de Cronos et il n'en connaissait pas l'existence. Et du coup, Zeus, une fois devenu adulte, qui était très très malin, a entrepris à son tour d'abattre la puissance de son père, Cronos. Donc il a courtisé la titanide Métis et il l'a persuadé de lui faire absorber une boisson émétique pour qu'il puisse vomir. Donc du coup, Cronos a ainsi régurgité tous les enfants qu'il avait engloutis et il finit où? Il finit dans le Tartare. Et si vous vous souvenez, il venait de là justement car son père l'y avait mis déjà. Et du coup, en libérant ses frères et sœurs, eh bien, il va justement avoir des traits communs avec son père, comme une sorte d'histoire qui se répète ici. Donc, comme son père, il évinça lui-même son père. Et comme son père également, il prit pour épouse sa sœur, puisqu'il se maria avec Héra, donc une des filles qui avait été avalée par Cronos. Et du coup, Héra fut son épouse officielle.
même si Zeus était un grand coureur de jupons. Et là, au niveau de la psychologie, c'est assez intéressant parce que on voit un petit peu les rapports au fil des générations que les pères ont avec leurs enfants. Donc le premier, Uranus, lorsqu'il avait un enfant, il s'en débarrassait, il ne s'en occupait plus. Le deuxième, il les avalait. C'est un petit peu comme s'il voulait un petit peu entrer leur puissance en lui, se remplir, se nourrir de la puissance de leurs enfants. Et par contre, Zeus, lui, par rapport à ses enfants, eh bien, il va en faire le plus possible. Il va multiplier les conquêtes, que ce soit des déesses, que ce soit des femmes humaines. Du coup, il va avoir une progéniture immense de dieux et de demi-dieux qu'il va vouloir mettre à son service. Donc en fait, ici, ce qu'on retiendra avec Zeus, c'est que ses créations, en fait, ils doivent lui servir son pouvoir et servir sa domination. Et Zeus, après avoir éliminé Cronos, eh bien, c'est devenu le dieu des dieux de l'Olympe. C'est lui qui règne sur l'Olympe. Et il est aussi très connu pour être intransigeant. Ses volontés doivent être respectées, même si c'est farfelu. Eh bien, ce que Zeus veut, eh bien, les autres doivent exécuter, et c'est comme ça. Voilà, donc pour saisir le sens de la planète, eh bien, on peut se référer à cette image, à quelque chose de contrôlant, quelque chose d'imposant, des énergies qui ont besoin de s'étendre, un peu comme un gourou qui va mener sa secte où il veut parce que les gens lui font confiance. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, Uranus est en taureau et le taureau, c'est son deuxième signe où elle est le moins à l'aise. On appelle ça en chute. C'est une énergie qui ne lui convient pas du tout. C'est une énergie qui est en carré avec le signe du Verseau. Le signe du taureau a vraiment des éléments incompatibles avec les éléments du Verseau. C'est un signe de terre, donc terre à terre, qui est très attaché à la matérialité, alors que le signe du Verseau et Uranus, donc, c'est pour ça aussi que je la rattache à l'air, cette planète, parce qu'elle est en domicile dans une planète d'air. Eh bien, ce sont deux éléments, l'air et la terre, qui ne font pas bon ménage du tout. L'air est très mobile, veut toujours bouger, alors que l'élémentaire est très stagnant, très enraciné. Donc, ce qu'on va pouvoir retenir, c'est qu'Uranus, dans le signe du Taureau, elle n'est pas bien du tout. Elle y est depuis 2018. Et du coup, elle a commencé à réagir dès son entrée en Taureau. Vous savez qu'une planète lente, lorsqu'elle change de signe, eh bien, c'est un moment où elle agit un petit peu plus fortement. Et du coup, dans le signe du Taureau, et ça, on le verra tout à l'heure, ça représente tout ce qui est matériel, tout ce qui est possession, nos ressources et l'argent, le pouvoir d'achat, etc. Et du coup, fin 2018, lorsque la planète s'est vraiment installée dans le signe, parce que bon, elle avait fait des allers-retours avant, comme chaque fois, eh bien, on a eu ce mouvement des gilets jaunes qui a duré très longtemps. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais juste avant le Covid, eh bien, on parlait de réforme des retraites. Bon, ça a été fait depuis, mais on avait énormément de grèves, de blocages, notamment des fonctionnaires, des personnes de la SNCF et de tous ceux qui bénéficiaient des régimes spéciaux. Donc le mois de janvier était aussi très en rapport avec les ressources. Ensuite, à partir de 2020, donc mars 2020 exactement, elle a connu une longue période de carré avec Saturne. Donc c'est de 2020 à 2023, ça s'est fini en janvier 2023, où eh bien là justement c'était la période du Covid, donc avec Saturne le contrôle qui était dans son signe, parce que Saturne c'est la deuxième planète du Verseau, donc Saturne en Verseau était très contrôlante. Et puis justement, comme je vous disais que c'est une planète de défiance, Uranus, eh bien elle s'est défendue. Et c'est là qu'on a vu une vague de contestation par rapport à toutes ces restrictions. On a d'abord eu les anti-masques, après les anti-vax, et puis après les anti-pass. Il y avait des manifestations tous les samedis. Rappelez-vous de cette période, eh bien, c'est la puissance de contestation d'Uranus. Et donc évidemment, ça n'a pas abouti puisque Saturne, donc le contrôle, eh bien, était en force dans son signe du Verseau. Et alors, au mois d'avril, eh bien, c'est une dernière étape qu'Uranus va devoir franchir dans le signe du Taureau, puisque, comme vous le voyez sur la carte, le 21 exactement, eh bien, Jupiter va venir avec son énergie de feu attiser l'air d'Uranus et pour la dernière fois de tout son passage en Taureau, eh bien,
revenir un petit peu, si je peux dire, en remettre une couche, hein, parce qu'Uranus, comme on l'a vu, n'a jamais trop été tranquille depuis qu'elle est dans le signe du Taureau. Elle a juste eu une petite période, là, sur l'année 2023, où elle était plus ou moins tranquille. Et là, ça recommence, on recommence à venir la chatouiller, la titiller. Eh bien, alors là, en fin de parcours, ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et comme j'ai encore pas mal de choses à dire, eh bien cette vidéo sera en 2 parties. Donc cette carte-là, on l'analysera justement en 2e partie. Parce que, avant toute chose, eh bien, j'aimerais juste faire le point sur les dernières conjonctions Jupiter-Uranus, au moins sur le siècle dernier. Car vous allez voir que ça peut être assez parlant en fonction, bien sûr, du signe dans lequel se passe la conjonction. Eh bien, ça peut prendre différentes formes. La première fois que les 2 planètes se sont rencontrées dans le signe du Lion, la première fois que les 2 planètes se sont rencontrées après la découverte d'Uranus, alors je vous rappelle que quand on découvre une planète, c'est toujours très important parce que l'humanité en prend conscience et prend conscience justement de cette force et de cette énergie. Eh bien, c'était le 29 juin 1789, donc conjonction exacte des 2 planètes, c'était dans le signe du Lion. Alors à cette époque, on était vraiment en opposition à Pluton qui était en Verseau, c'était vraiment un aspect vraiment très très rare et qui a amené à la Révolution, le renversement de la monarchie. Alors, je vous rappelle les symboles, hein. On a avec le lion la royauté, hein. Le roi des animaux, c'est bien le lion. Jupiter, comme on l'a vu, le pouvoir des notables, hein. Ce ne sont pas des nobles, mais plutôt la haute bourgeoisie. Et on sait aujourd'hui que c'est la bourgeoisie qui a été au cœur de cette révolution et puis qui a utilisé le pouvoir de rébellion du peuple, du coup, contre cette monarchie dans le signe du lion. Alors le cycle Jupiter-Uranus est de 14 ans. Il faut 14 ans pour que Jupiter revienne sur Uranus. À chaque fois, ça se passe dans un signe différent. Ici, je vais prendre bien évidemment que les exemples frappants, mais vous allez voir, pouvoir en tirer une conclusion à la fin. On va passer sur le 19e siècle et on va aller directement au 20e. Donc, première conjonction Uranus-Jupiter du siècle. Donc, cette fameuse conjonction Jupiter-Uranus en Verseau. Donc, c'était le 4 mars 1914 qui a eu lieu quelques mois avant le début de la guerre mondiale qui a démarré officiellement le 8 juillet. Et là, on est sur le signe du Verseau, donc Uranus vraiment en force et Jupiter du coup qui allume la mèche dans un signe d'air. La prochaine conjonction que je vais vous montrer, elle est intéressante puisqu'elle est en Taureau. Donc, elle nous intéresse d'autant plus. Et du coup, elle a lieu le 8 mai 1941. Donc, c'est cette dernière conjonction qu'on a eue en Taureau. On n'en a pas eu depuis. Et du coup, on est en pleine guerre qui n'est pas encore mondiale, mais elle va devenir mondiale à la fin de l'année. On a l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Et c'est à ce moment-là que la guerre devient justement mondiale avec l'entrée des États-Unis dans le conflit. Et donc, en fait, ces 3 dates, bien sûr, ce ne sont que des exemples. Ce n'est pas à chaque fois qu'il y a des grands conflits comme ça. Là, c'est vraiment très, très marquant. Mais on peut observer déjà que nous sommes dans les signes du Lion, du Verseau, du Taureau. Et ce sont à chaque fois des signes fixes quand il se passe quelque chose de vraiment très, très lourd, hein, on va dire. Vous verrez par la suite qu'Uranus n'agit pas toujours de la sorte et que dans d'autres signes, eh bien, elle se comportera autrement. Par exemple, le 7 octobre 1954, en Cancer, eh bien, c'était au moment de la guerre d'Algérie, donc qui a démarré en novembre de la même année. Et justement, là, c'est très, très intéressant puisque le Cancer, vous le savez certainement, hein, c'est le signe de la Lune, donc le signe de la mer, mais par extension, il peut aussi désigner la patrie, la nation, voilà. Et du coup, les Algériens, à ce moment-là, décident de reprendre leur indépendance et de reprendre la main sur leur nation.
Donc là, on est vraiment dans cet aspect du signe du Cancer et qui va très très bien avec les événements. Et du coup, on n'est pas sur un signe fixe, donc plus souple, donc le conflit était vraiment plus localisé. Alors, conjonction suivante, eh bien là, il s'agit de 3 conjonctions successives puisque Jupiter avait rétrogradé ces années-là, donc entre 68 et 69. Et donc, la dernière conjonction qui a eu lieu le jour exact où l'homme a posé son pied sur la Lune, donc le 20 juillet 69, c'était une conjonction en Balance. Alors là, on voit vraiment comment cette conjonction Jupiter-Uranus peut se comporter en fonction du signe dans lequel elle est. Soit elle va amener des événements de contrôle, de pouvoir, qui va amener aussi de la rébellion, parce que lorsque nous parlions de guerre tout à l'heure, eh bien, il y avait aussi la résistance, bien sûr, mais voici que en Balance, cette conjonction qui est en harmonie avec le signe du Verseau, dans un signe d'air, donc le signe de la Balance, un signe très pacifiste, eh bien, met l'accent plutôt sur le côté technologique d'Uranus. Et du coup, l'effet de Jupiter et d'Uranus conjointes là sur 2 ans avec 3 conjonctions, justement, nous a permis de mettre un bon coup de boost pour nous projeter jusqu'à la Lune en nous faisant faire, comme disait Armstrong lui-même, un pas de géant pour l'humanité. Et puis la dernière conjonction, ou plutôt les 3 dernières conjonctions successives, étaient en 2010-2011. Donc la première fois, ça a lieu en Bélier et les 2 autres fois en Poisson. Et bien là, on a vu énormément sur une courte période d'événements impressionnants au niveau géologique et climatique. Donc on a eu le tremblement de terre à Tahiti début 2010. Ensuite on a eu le fameux volcan, je ne sais pas si vous vous rappelez, le fameux volcan islandais là qui s'est mis à dégager tellement de fumée que les avions ne pouvaient plus décoller pendant 3 jours. Et puis en 2011, eh bien on a eu l'incident de Fukushima. Donc voilà, donc déclenché justement par un événement climatique et qui a terminé par un accident nucléaire. On est vraiment dans Uranus là. Donc le côté brusque et soudain est vraiment intensifié ici par le signe de Bélier. Mais les 2 autres conjonctions ont été en Poisson. Ça marquait un petit peu une jonction entre 2 périodes, entre 2 grands cycles aussi, peut-être dans les cycles Jupiter-Uranus. Et voilà, on est déjà à 30 minutes de vidéo. Donc, comme je vous le disais, on va traiter ce sujet en 2 parties. Donc, on a déjà bien fait le tour des symboliques des 2 planètes et puis de ce qui s'est passé dans le passé, même si on a repris que les grands événements. Voilà, on a déjà quelques petites idées de ce que ça peut donner. Donc cette vidéo, je ne vais pas attendre pour la mettre en ligne parce que je sais que vous êtes nombreux à me dire que vous l'attendez avec impatience. Donc il va falloir un petit peu patienter le temps que je fasse la 2e partie. Donc dans la 2e partie, on va regarder les dates importantes où cette conjonction peut éventuellement être plus délicate entre le mois d'avril et le mois de mai. Et puis on va justement s'attarder sur la carte et voir justement les aspects. Vous allez voir que les aspects ne sont quand même pas trop mauvais. Et puis ensuite, on va creuser au niveau des hypothèses de ce qui se pourrait se passer. Au vu de tout ce qu'on vient de voir et au vu de ce qui se passe au niveau géopolitique en ce moment, ça mérite quand même d'être creusé. Donc on étudiera quelques cartes de pays, notamment les États-Unis et l'Ukraine qui sont en difficulté cette année. Et puis on ira voir aussi la carte de certaines personnalités qui peuvent faire basculer la situation. Donc on ira voir la carte de Poutine, de Macron, de Netanyahou, de Zelensky. On ira voir comme ça un petit peu, chercher des indices sur la tournure que peuvent prendre les événements aux alentours de avril et de mai, parce que je vous rappelle que cette conjonction perdurera sur les 2 mois, même si au niveau de l'exactitude de la rencontre des 2 planètes, on est sur le 21 avril, elle jouera quand même jusqu'à ce que Jupiter entre dans le signe des Gémeaux, donc le 26 mai 2024.
Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci pour tous vos gentils commentaires que vous me mettez à chaque vidéo et pour vos encouragements. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans le soutien, eh bien, je vous rappelle qu'il y a une cagnotte Tipeee justement sur cette chaîne AstroZen et le lien est en descriptif de cette vidéo. Voilà, mais écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée à tous et moi je reviens très très vite pour la deuxième partie de cette vidéo. À bientôt.